Bonsoir. Bonsoir Monsieur Villani. Voilà, on vient de lancer l'enregistrement, hein, Monsieur Villani, comme c'était convenu. Très bien. Voilà, je crois Et que c'est donc ce cycle, c'est la fin d'un. Non, c'est la deuxième séance. C'est la deuxième Non, séance. mais pour moi, ça s'inscrit dans un partenariat de longue date. Ah oui, d'accord, ouais. c'est ça. Alors, ça monte, nous sommes à 52, vous voyez comme moi. C'est deux petites Ça minutes. va monter encore un peu, hein. On avait pas mal d'inscrits, pas mal d'étudiants qui se sont inscrits. Et voilà, il faut qu'ils se connectent évidemment maintenant. Daniel, ça sera quand tu veux, tu diras Ouais. quelques Ouais. mots et j'arrêterai le partage une fois que tu auras terminé pour laisser Ouais, d'accord. l'écran à Monsieur Villani. Parfait. Ok, On se laisse peut-être encore une petite minute. on attend encore. Ok. Et puis, il sera temps de commencer. Ouais, ok. Bon, je vous propose qu'on commence. Merci à tous pour cette connexion. Un horaire un peu inhabituel pour la chaire santé. D'habitude, on fait nos tribunes un petit peu plus tard dans la soirée. Donc aujourd'hui, on commence à 17h ou à peu près. Pour vous dire quelques mots peut-être d'introduction, d'abord pour remercier Cédric Villani de se prêter au jeu de ces échanges et de la conversation qu'on va avoir cet après-midi autour de notre programme annuel des tribunes de la santé, qui est, je vous le rappelle, consacré à la thématique science, environnement et politique de santé, donc qui croise à la fois cet enjeu entre science et décision, espace public d'un côté, et puis santé-environnement d'un autre côté. On est à la deuxième séance de ce cycle qu'on avait entamé, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là avec Roger Genet, le directeur général de l'ANSES, et qu'on poursuivra un petit peu plus tard au mois de juin avec Pierre Corvol, le président de l'Académie des sciences, et où on abordera sous d'autres angles encore ces questions entre science et espace public dans l'environnement plus général de la santé. Nous organisons ces conférences avec nos partenaires habituels, avec DocaPost en particulier, avec AG2R La Mondiale, et pour ce qui est de cette séance-là également avec le soutien de Fison Capital, qui a un partenariat de longue date avec Cédric Villani. Les règles du jeu, vous les connaissez, on va passer 1h30 plus ou moins entre nous, et on a un temps de présentation. Cédric nous dira combien de temps il souhaite prendre, mais on a prévu peut-être quelque chose de l'ordre de 3/4 d'heure, hein, plus ou moins, selon la manière dont Oui, les c'est choses très bien. se présentent. Voilà. Et puis ensuite, j'essaierai de faire la liaison un peu avec les questions et les échanges avec la salle, en agissant peut-être à quelques points qui auront pu être abordés entre-temps. Donc, ce qui veut dire que vous avez la possibilité d'interagir avec Cédric Villani tout au long de la conférence sous la forme de questions qui peuvent être posées dans la fonction converser par écrit, hein. On les collectera et on les posera au moment de la discussion. Donc, voilà, ne vous retenez pas dans l'utilisation de cette possibilité. Et puis peut-être plus tard, en fonction aussi de la dynamique de nos échanges, on pourra prendre aussi quelques questions orales dans le cours de la discussion. Donc voilà un petit peu pour les règles. Cette
partie-là sera animée avec Isabelle Gouriot et avec Laurie également, qui travaille avec Isabelle. Un mot pour vous dire aussi que cet échange donc, est enregistré d'ores et déjà et qui sera retransmis sur la chaîne YouTube de Sciences Po. Peut-être quelques mots pour, au-delà des remerciements, pour présenter, pour introduire la discussion, pour présenter Cédric Villani, qui est à la fois quelqu'un qu'on ne présente plus, si j'ose dire, qui est mathématicien de formation et d'exercice professionnel, mais qui est aussi un homme public, un homme engagé sur des thématiques scientifiques. Et c'est à ce titre-là qui nous a paru particulièrement intéressant dans le cadre de la thématique qui est abordée dans le séminaire, d'échanger avec lui. Cédric est un ancien élève de l'ENS, agrégé de mathématiques, enseignant de mathématiques aussi, évidemment médaillé de médaille Fields en 2010, directeur de l'Institut Henri Poincaré, un de nos mathématiciens éminents dans l'école française de mathématiques, mais il est aussi depuis longtemps très impliqué dans la sphère publique, à la fois comme vulgarisateur de la connaissance scientifique et de la connaissance mathématique, en animant beaucoup d'échanges, beaucoup de conférences auprès du grand public, auprès d'élèves, aussi bien en France qu'à l'étranger, donc une activité presque un peu de prosélytisme scientifique, si on peut dire les choses comme cela. Et puis parallèlement, ou peut-être aussi plus récemment, un engagement politique plus institutionnel aussi, et plus marqué en tant qu'élu, en tant que député de l'Essonne, d'abord dans le groupe La République En Marche, et puis ensuite, plus tard, en ayant quitté La République En Marche. Tout le monde a en tête la campagne électorale des élections municipales, qui a donné lieu aussi à un certain nombre d'échanges, d'évolutions qui ont été un petit peu marquantes. Et puis, plus récemment, en tant que député toujours, Cédric s'est investi dans un organisme important dans notre espace parlementaire et démocratique français qui est l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, qui est un organisme qui réunit les parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale pour éclairer des questions justement scientifiques, techniques, et pour les faire vivre. Récemment, l'OPEX, peut-être certains d'entre vous ont suivi ses travaux ou ont repéré certains d'entre eux. L'OPEX a produit plusieurs rapports sur l'épidémie de Covid, notamment sur les questions de vaccination, également sur des questions environnementales, sur des questions qui ont trait au nucléaire également, et puis sur des questions, un rapport assez remarqué qui fera peut-être le lien d'ailleurs entre cette conférence et celle de Pierre Corvol la prochaine fois, sur les questions d'intégrité scientifique, qui était également un thème important et marquant sur lequel Cédric reviendra certainement dans son intervention tout à l'heure. Voilà, je ne veux pas être plus long dans la présentation, mais il nous a semblé que vraiment cette manière d'investir à partir d'un ancrage scientifique très fort, des questions relatives à la vie publique, au bien public, et à la vie collective, nous semblait être particulièrement intéressant, et Cédric Villani, d'une certaine manière, a une voix tout à fait singulière et particulièrement marquante sur ces débats-là. Voilà, je m'arrête là, je laisse la parole à Cédric. On a échangé tout à l'heure autour de quelques points thématiques que je lui laisse le soin de développer plus avant. Merci beaucoup, Cédric. Un très grand merci, cher Daniel. Tout le monde m'entend bien? Oui, c'est parfait. C'est un plaisir de me retrouver ici dans cette conférence, à la fois une des toutes premières de ce cycle que vous lancez, et en même temps, pour moi, ça s'inscrit dans un partenariat de longue date avec Sciences Po et FISON, que je remercie chaleureusement. C'était dans le cadre de mon cycle de conférences, un mathématicien au métallo, qui a été l'objet pour moi de mettre en conférence un certain nombre de thèmes qui me sont chers à travers des conférences qui mélangent les aspects historiques, les aspects humains, les grands problèmes et les questions, les concepts, l'évolution des concepts scientifiques. On va aujourd'hui aborder ces questions de science au service du bien public. Pour moi, qui est ma carrière avant tout celle d'un scientifique,
mais qui ai également passé toute ma vie dans le service public, en tant élève du service public, enseignant dans le service public et maintenant élu, donc complètement par et pour la démocratie. C'est un sujet qui résonne très fort et je vais essayer à chaque fois d'aborder, d'illustrer avec mon expérience propre. Et d'abord, quelques petits rappels sur la nature de la science. Pendant longtemps ou encore maintenant dans la vision classique, on peut confondre scientifique et savant. Et il y a eu une époque, encore au XIXe siècle, où on parlait des scientifiques avec le mot savant. Cette époque n'est plus. Un scientifique, ce n'est pas quelqu'un qui sait un grand paquet de choses, ce n'est pas forcément un érudit, ce n'est pas quelqu'un qui a accumulé un très grand savoir, c'est aujourd'hui quelqu'un qui est apte à mener des recherches scientifiques, c'est-à-dire à mettre en œuvre des procédés de recherche, une attitude avec un bon dosage de doute a priori, mais en même temps capacité de changer ses convictions, et qui va pouvoir utiliser ces techniques pour faire gagner de la connaissance à la société, donc dans une démarche, une sorte de guerre envers l'inconnu. C'est bien la démarche scientifique qui est la définition du scientifique. Et vous pouvez très bien avoir des profils scientifiques extraordinairement différents. Et en mathématiques, peut-être encore plus qu'ailleurs, on le voit, vous avez des mathématiciens capables d'aborder toute une variété de sujets et d'autres qui se consacrent sur un espace très réduit de sujets. Certains qui vont prendre un sujet pendant 3 mois, puis changer et passer des... J'en ai connu qui ont pris des phénoménalement forts, qui ont reçu la médaille Fields, 3 mois, résolution d'un problème, puis un nouveau problème, puis un autre. Et j'en ai connu d'autres aussi, non moins forts, qui se consacraient 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans sur un même problème jusqu'à le faire tomber, comme un fruit mûr. Donc, il n'y a pas de profil unique parmi les scientifiques, il y a beaucoup de méthodes différentes. La science, c'est une démarche de construction de connaissances. En tant que telle, c'est un domaine dans lequel, par définition, il y a progrès, au sens où, comme on accumule les connaissances, on construit des connaissances nouvelles sur les connaissances anciennes. En théorie, dit comme ça, c'est un domaine dans lequel il y a systématiquement progrès. Il faut nuancer ça de façon très forte. D'abord parce que des fois, les théories s'écroulent. Les choses que l'on pensait vraies se retrouvent être fausses et il faut tout reconstruire. C'est plus ou moins vrai selon les sciences. En mathématiques, ce qui était vrai il y a 3000 ans est toujours vrai. En biologie, pas une des choses qu'on croyait savoir il y a 2000 ans, au temps des Grecs anciens, n'a survécu. Tout a été revu, la théorie des humeurs a été mise au placard, de même que beaucoup d'autres théories qui ont succédé, et ainsi de suite. Et ça, c'est une première nuance. Une deuxième nuance, c'est le fait qu'on se trompe dans toutes les disciplines, y compris en mathématiques, et il y a des erreurs célèbres et parfois des erreurs très fructueuses. Et une troisième nuance importante, c'est que quand je dis que la science, c'est l'ensemble du savoir obtenu par la société, qui connaît ce savoir et où est-ce qu'il est? Alors, il est stocké dans des millions de pages de revues scientifiques, dans des ouvrages et tout ce que vous voulez. Il vit dans les cerveaux des uns et des autres. Et en vrai, il y a des choses qui sont oubliées. Il y a des choses qui sont plus ou moins en vogue. Il y a des choses importantes qui passent sous le radar, puis qui reviennent au goût du jour, et ainsi de suite. Et l'histoire des sciences est pleine comme ça de choses qui passent en dessous du radar, puis reviennent au premier plan, et ainsi de suite. Donc un processus, quelque chose qui est extrêmement mouvant. L'ampleur du processus scientifique, quelque chose qui est absolument inimaginable. Il se démontre en mathématiques quelque chose comme 200 000 théorèmes par an, peut-être. Et mathématiques est la science, parmi les grandes sciences, qui est restée la plus modeste dans son ampleur. Je vous parle des 200 000 nouveaux théorèmes en mathématiques par an. Évidemment, impossible à un être humain de les suivre en direct, il a la spécialisation, mais c'est pire en biologie, en physique, et dans des sciences plus expérimentales, je ne sais pas moi, dans les sciences des grands accélérateurs de particules et autres. Donc,
un processus dans lequel, fatalement, il y a énormément de questions culturelles, de questions d'actualité, de questions extraordinairement humaines dans la façon dont on aborde les choses. Les motivations des scientifiques sont variables. Mais ici, on parle c'est le thème science au service du bien public. On peut se dire, ça va être le boulot du scientifique que de découvrir quelque chose de nouveau pour accroître le bien public, pour rendre service. En pratique, ça ne se passe pas comme ça. La première motivation des scientifiques, c'est la curiosité. Les passions personnelles, le rêve, souvent. Et il y a aussi, bien sûr, des scientifiques dont la motivation première est celle de rendre service à la société, mais globalement, dans les motivations des sciences, y compris les plus célèbres scientifiques, c'est la curiosité qui est le rôle numéro un, le moteur numéro un. Vous prenez l'œuvre d'un Isaac Newton, qui est peut-être le plus célèbre scientifique de tous les temps, vous trouvez une œuvre qui est complètement traversée par des motivations irrationnelles. C'est un passionné d'alchimie, passionné de quelqu'un qui recherchait sans arrêt à trouver le sens à donner au monde, y compris dans des choses extrêmement ésotériques. Au passage, il est probable que la mathématique est née historiquement de la sorcellerie et de la nécessité d'obtenir du rêve, d'obtenir une sorte d'emprise magique à travers les nombres sur le réel. Et puis, toute l'histoire des sciences, à partir de Newton et tous les autres grands scientifiques, est traversée par ces motivations irrationnelles pour faire de la science. Encore aujourd'hui, même quand il s'agit de domaines extrêmement appliqués, vous voyez des scientifiques qui suivent leur passion, leur marotte, et qui parfois d'ailleurs continuent dans leur voie pendant des décennies. Parfois, ils ont raison contre le monde entier et on retrouve un jour que finalement, c'était bien ça. Prenez par exemple les réseaux de neurones qui, il y a 20 ans, étaient considérés comme une voie sans issue par les meilleurs spécialistes de la recherche internationale informatique. Mais il y avait quelques passionnés comme Yann Lequin qui croyaient dur comme fer. C'était leur passion, les réseaux de neurones. Ils avaient décidé que contre le monde entier, ils avaient raison. Et bien finalement, ils ont eu raison. Et quand sont arrivés au milieu des années 2000 ou quelque chose comme ça, les réseaux de neurones modernes, ceux qui ont juste explosé tous les records et qui leur ont donné les plus hautes récompenses de leur discipline informatique. Et puis parfois, vous avez des scientifiques qui ont tort contre le monde entier et qui peuvent être les meilleurs du monde. Un exemple que j'ai développé bien souvent en conférence, c'est celui de Lord Kelvin, le plus grand physicien de son temps et l'un des plus grands de tous les temps, persuadé que la Terre était jeune et ne pouvait pas être plus vieille qu'une centaine de millions d'années peut-être, et qui, pendant des décennies, a soutenu cette thèse, là où les géologistes, mais aussi les évolutionnistes, les Darwin et autres, soutenaient que la Terre était âgée de plusieurs milliards d'années. Et quand on regarde l'histoire, qu'est-ce qui animait Kelvin? Il était animé comme tout le monde par des passions, par ses convictions, y compris dans le cas présent par ses convictions religieuses, par son regard sur l'évolution d'espèces et par plein d'autres choses qui font qu'un scientifique est avant tout un être passionné. Je vous ai parlé de science. Quand on parle de science au service du bien public, implicitement, on parle aussi d'innovation, c'est-à-dire la façon dont un savoir rencontre une application, un usage. L'innovation, presque par définition, c'est ce moment où quelque chose qui est issu des sciences, de n'importe quelle science, va venir s'appliquer à travers un nouvel usage. Parfois, il s'agit d'utiliser différemment quelque chose qui existait déjà. Parfois, il s'agissait de choses qui scientifiquement sont simples et qu'on a l'idée d'utiliser d'une façon maligne. Je prends l'un des premiers exemples historiques peut-être. On peut discuter si l'innovation ou pas, mais en tout cas dans son application, quand Ératosthène combine des observations géographiques simples et de la trigonométrie simple pour obtenir quelque chose de totalement révolutionnaire qui est la première mesure de la Terre, avec une excellente précision, sans doute quelques pourcents, c'est une innovation en termes d'usage phénoménale. Et ce n'était pas un exploit scientifique, c'était très simple, c'est très simple les ingrédients scientifiques, mais l'idée, en combinant telle observation avec tel raisonnement, qu'on allait obtenir quelque chose comme ça, c'était pour le coup extrêmement révolutionnaire. Les innovations,
elles viennent là aussi de façon extrêmement variée. Et parfois, c'est par nécessité. Un exemple qui est maintenant dans toutes les têtes, c'est l'innovation des vaccins. Les nouvelles générations de vaccins qui ont été développées pour le Covid, il y avait une nécessité extrêmement forte. Allez, il nous faut de nouvelles générations de vaccins face au Covid. Et ça a été juste exceptionnel ce qui en est sorti. Attention, ici c'est la nécessité. Derrière, il y avait des chercheurs, des chercheuses qui ont cru pendant longtemps, pendant de longues années, envers et contre tout, à leur méthode favorite. Par exemple, la chercheuse hongroise Katalin Karikó, qui était juste amoureuse de l'ARN, de l'ARN messager, qui avait en tête que de très grandes applications médicales en sortiraient, qui a développé dans le scepticisme général les théories qui plus tard ont été appliquées, ou des gens comme Ugur Sahin, qui a fondé ce scientifique d'origine turque, qui a fondé en Allemagne ce qui allait devenir BioNTech, persuadé que les techniques d'ARN allaient avoir un impact important dans des choses telles que la vaccination et qui a développé son affaire pendant de longues et longues années avant que survienne le cas d'usage par excellence qui fait qu'aujourd'hui, BioNTech est la start-up la plus célèbre du monde, peut-être dans le domaine médical, avec son association avec Pfizer. Vous avez ici des exemples dans lesquels les convictions personnelles, passionnées, irrationnelles sont venues se combiner avec des questions d'usage. Je vous disais tout à l'heure que dans la science, il y a presque par définition un progrès, dans l'innovation, pas forcément. Vous pouvez avoir un progrès technologique qui n'est pas du tout un progrès dans les usages, parce que ça ne vient pas être un progrès pour la société. On va donner des exemples que tout le monde connaît. Quand l'Occident, quand l'Europe a envahi les États-Unis d'Amérique en leur apportant toute une série d'innovations technologiques, ça n'a pas fait le bonheur de toutes les nations indiennes, parce que ce n'étaient pas des choses que les nations indiennes pouvaient s'approprier, dont elles pouvaient être fières, ça venait avec un renversement de tous leurs usages. Ça a été le progrès technologique ici est arrivé en même temps que des ravages au niveau social pour ces sociétés américaines. Et il a fallu plus d'un siècle avant qu'elles puissent relever la tête et se les approprier, et encore d'une façon qui aujourd'hui reste très partielle. Autre exemple d'innovation qui est, on va prendre des exemples qu'on connaît tous, est-ce que les réseaux sociaux ont été une innovation bénéfique à la société? Si vous faites les avantages et les inconvénients, le cas est ouvert et les gens en discutent. Prenez le dernier ouvrage de Gerald Bronner, L'Apocalypse cognitive, parlant en particulier de la façon dont les fausses nouvelles et dont les sentiments se propagent sur les réseaux sociaux. Regardez la façon de savoir et la façon dont les fausses nouvelles, les théories du complot se propagent bien plus vite que les bonnes nouvelles, et la façon dont les réseaux sociaux ont permis d'amplifier les phénomènes de harcèlement tels qu'on connaissait déjà, mais qui ont trouvé dans le cyberharcèlement de nouveaux phénomènes, et la façon dont nous autres politiques, on se fait insulter chaque jour que Dieu fait sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça vous montre que c'est pas clair aujourd'hui si cette innovation technologique a été une innovation bénéfique pour la société. Donc, en matière d'innovation, pas clair qu'il n'y a pas systématiquement progrès. Et il y a même eu des philosophes, des théoriciens comme Ivan Illich pour argumenter que n'importe quelle technologie a un seuil optimal qui, quand on l'utilise, sert l'humain et sert à l'humain à se développer. Et quand on va au-delà de ce seuil, va petit à petit rendre l'humain de plus en plus prisonnier de cette innovation, jusqu'à ne plus pouvoir s'en passer, jusqu'à se retrouver asphyxié. Un cas d'usage que développe Ivan Illich dans ses raisonnements, c'est celui de la mobilité, arguant que le vélo est en gros le mode de transport le plus utile, le plus efficace que l'humanité ait jamais élaboré, et qu'ensuite, quand arrivent les voitures avec le perfectionnement, quand on met sur la table le gain que procure la vitesse de la voiture avec les avantages qui sont les inconvénients, qui sont les embouteillages, le fait que les distances pratiques augmentent, le fait qu'on passe beaucoup plus de temps à payer pour ces innovations, le
les usages qui en sont faits aujourd'hui, la façon dont on brûle les énergies fossiles à travers la mobilité, etc., argumentant qu'on a dépassé ce stade où l'humanité, au lieu de se servir de cette innovation, finit par en être prisonnière. Donc tout ça pour dire, l'innovation n'est pas forcément un progrès. Et puis, on se retrouve là-dedans, en tant que scientifique, en tant qu'innovateur, en tant que décideur, comment faire en sorte que le progrès scientifique ou les progrès d'innovation viennent servir au bien public. C'est quelque chose que j'ai pu voir et que j'ai pu expérimenter dans ma carrière de scientifique, dans ma carrière de politique, quand il s'agissait de développer des sujets de recherche, quand il s'agissait de développer des conseils au gouvernement à travers des rapports. Un petit mot pour illustrer mon propos sur tout cet ensemble complexe de questions humaines et passionnelles derrière la carrière scientifique. Pourquoi est-ce que je me suis lancé dans ma thèse sur l'équation de Boltzmann? L'équation de Boltzmann, c'est une équation qui régit le comportement des gaz raréfiés. Elle a son utilité importante dans certains problèmes liés à la conquête spatiale, par exemple en atmosphère élevée, pour une navette qui sort de l'atmosphère, qui revient dans l'atmosphère. Ce sont des simulations, l'équation de Boltzmann, qui sont utilisées par les spécialistes, par les ingénieurs. Mais au départ, l'équation de Boltzmann a surtout été utilisée en physique fondamentale par des gens comme Ludwig Boltzmann, justement, pour travailler sur l'irréversibilité, la flèche du temps, la compréhension du désordre, répondre à des questions aussi fondamentales que pourquoi est-ce qu'il y a une flèche du temps sensible à notre échelle alors que les lois fondamentales de la physique sont pour l'essentiel réversibles, et ce genre de choses. Ce n'était pas un sujet, la thermodynamique, l'étude des gaz, qui me passionnait quand j'étais en classe préparatoire, ni quand je me suis lancé dans ma carrière d'études mathématiques, où j'étais passionné par l'analyse mathématique et avant ça par l'algèbre. Il s'est trouvé que, d'abord, le hasard de l'affectation entre les thésards et les patrons de thèse a fait que j'avais l'opportunité de faire ma thèse avec Pierre Lulions, très célèbre physicien mathématicien, médaille Fields en 1994, et qui était l'un de ceux qui avait le plus développé l'équation de Boltzmann. Et puis, il s'est fait que je suis tombé en amour de l'équation. Mais je ne peux pas vous dire autrement que de cela de façon complètement irrationnelle. C'était un sujet dans lequel j'y allais plus ou moins à reculons en me disant c'est important de faire quelque chose d'utile. On me dit que l'équation de Boltzmann est utile et donc allons-y si ça peut servir à la conquête spatiale ou des choses comme ça. Et c'est un sujet dans lequel je me suis retrouvé absolument fasciné par la beauté de l'équation de Boltzmann, parce qu'elle représentait, au point de vue de la physique fondamentale, par rapport à notre perception, par rapport à ces questions fondamentales, mais aussi fasciné par l'ensemble de techniques et de champs scientifiques dont elle est le confluent entre analyse de Fourier, analyse réelle, physique statistique, mécanique des fluides, etc. Et c'est devenu finalement un stade dans lequel ce n'était pas le souhait d'être utile qui me guidait, c'était réellement le fait que c'était une équation que je trouvais magnifique. J'en étais jusqu'au point où le jour, la nuit, j'y pensais, comment faire avancer la progression là-dessus, comment résoudre tel problème passionnant. C'était devenu une affaire extrêmement personnelle. Et ça a été pareil dans les autres domaines scientifiques dans lesquels je me suis retrouvé, avec un découplage très fort entre mon implication dans le sujet et les applications qui en ont été faites plus tard. De sorte que finalement, la science au service du bien public, dans ma carrière de scientifique, j'y ai contribué, mais indirectement. Ce n'était pas l'application au bien public qui était ma première motivation. Et parfois, elle est arrivée de façon extrêmement inattendue, détournée. Je me suis lancé dans un domaine qui s'appelle le transport optimal, la meilleure façon de réorganiser les particules d'une configuration initiale vers une autre, meilleure façon au sens du coût minimal. Je m'y suis lancé parce qu'il y avait des applications dans la théorie de l'équation de Boltzmann qui avait été dénichée dans les années 70 par un chercheur japonais qui avait été développée et dans laquelle, à travers une coopération avec un chercheur italien, je me suis retrouvé de fil en aiguille à me passionner pour ce problème du transport optimal parce qu'il y avait ce lien avec l'équation de Boltzmann. De fil en aiguille, je me suis retrouvé à explorer les liens entre ce transport optimal et la mécanique des fluides. Je me suis retrouvé
à faire le lien entre les recherches d'un chercheur allemand et les problèmes posés par un probabiliste toulousain, et à comprendre qu'on pouvait faire le lien entre les uns et les autres pour faire avancer la connaissance dans notre domaine. Je me suis retrouvé invité par l'Université de Georgia Tech à Atlanta pour donner un cours sur ce thème. Je me suis retrouvé, pareil, complètement en amour sur ce sujet du transport optimal et j'ai écrit les 2 ouvrages de référence dans le domaine. Ça avait l'air de n'avoir aucun rapport avec les sujets qui plus tard allaient m'animer en tant que politique, comme l'intelligence artificielle. Et pourtant, il s'est trouvé que des années après avoir écrit ces bouquins, je me suis retrouvé invité dans des conférences d'intelligence artificielle parce que, entre-temps, le transport optimal de mesure était devenu un sujet qui servait aux théoriciens de l'intelligence artificielle pour développer certaines nouvelles techniques dans ce qu'on appelle l'apprentissage adversarial. Et ça s'est retrouvé de fil en aiguille étant un de ces ingrédients permettant de développer ces techniques d'intelligence artificielle déterminées à résoudre un certain nombre de tâches utiles pour la société. C'était complètement inattendu. Et il s'est passé des années de longues années entre le moment où je travaillais là-dessus et le moment où il y a eu ces applications. Et de toute façon, le sujet du transport optimal, il a été développé au début, au XVIIIe siècle, par des ingénieurs comme Gaspard Monge qui n'avaient pas la moindre idée de ce qu'on en ferait. Donc, une très, très forte, un chemin extrêmement tortueux, inattendu là-dedans, qui font que la science au service du bien public, c'est une affaire qui est aussi pleine de rebondissements et de passion qu'un roman. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais insister, sur la nature de la science, ce premier chapitre, si on va dire, et qu'est-ce qui l'anime et comment est-ce que ça avance avec ce mélange de motivations qui sont la nécessité de résoudre des problèmes comme les vaccins, la curiosité, comme celle qui a animé Galilée quand il se demandait qu'est-ce qui faisait varier la durée des variations qu'est-ce qui faisait varier la durée des oscillations d'un pendule, qui était un début d'un progrès considérable, le rêve qui a animé l'humanité quand elle a voulu aller sur la Lune sans qu'il y ait la moindre application pratique a priori, ou encore le hasard, comme ce qui a pu animer Alexander Fleming quand il a découvert les antibiotiques. Quelle doit être, dans ce contexte, c'est le deuxième chapitre sur lequel je vais insister, la déontologie du scientifique. Tout à l'heure, Daniel évoquait ce rapport sur lequel l'Office parlementaire scientifique a travaillé, sur l'intégrité scientifique. L'intégrité scientifique, c'est un code de bonne conduite qui va bien au-delà des règles morales. Des règles morales disant qu'il ne faut pas copier, qu'il ne faut pas falsifier, qu'il ne faut pas utiliser l'argent du contribuable ou une subvention pour des biens autres que, que la mission qu'on a reçue. L'intégrité scientifique, c'est aussi la façon dont on cite correctement les différents contributeurs, dont on publie en essayant de se garder de publier trop, dont on se demande comment, quand on se demande comment les travaux qu'on fait seront justement utilisés. Quel est le code de valeurs qui doivent animer les scientifiques dans les rapports entre maître et élève, dans les rapports entre universités, dans la façon de transmettre. C'est un sujet dans lequel il y a des scandales célèbres, avec des affaires de plagiat considérables, des affaires invraisemblables dans lesquelles des scientifiques se retrouvent à écrire de faux rapports ou à intriguer pour être eux-mêmes les experts en charge de l'évaluation de leur propre travail sur une fausse identité et tout ce que vous voulez. Mais c'est aussi un sujet, l'intégrité scientifique, dans lequel on retrouve une société scientifique très marquée par le publish or perish, la volonté de publier à tout prix et de publier le plus possible pour éviter de mourir. Société qui est très marquée par le fait d'obtenir qui a été marquée par de plus en plus la nécessité de décrocher des subventions, de multiplier les appels à projets. Société dans laquelle la compétition a monté de façon extrêmement forte entre les pays, entre les personnes, et dans lesquelles les laboratoires de recherche, les universités sont encore en train de chercher leur voie, leur modus operandi avec la puissance publique sur un fond extrêmement conflictuel, comme on l'a vu de façon très forte pour ceux qui ont suivi les débats
lors de la loi de programmation pour la recherche. La déontologie des scientifiques, c'est aussi, en particulier quand vous êtes expert pour le bien public, la question de l'indépendance. Une indépendance qui ne peut pas exister. Le scientifique a besoin de sources de financement. Le scientifique est motivé, animé par ses convictions. Et la première partie de mon exposé a insisté là-dessus. Donc, un scientifique ne peut jamais être indépendant. Il a ses convictions, il a ses liens d'intérêt. N'empêche que la science, quand elle doit faire des évaluations, quand une autorité publique demande conseil aux scientifiques pour mettre tel produit sur le marché ou pour prendre telle ou telle direction, elle a besoin de garantir autant que possible l'indépendance dans ce conseil scientifique pour éviter qu'elle se fasse guider sur une fausse voie par des intérêts cachés. Cette indépendance, bien souvent, il faut l'accueillir par la multiplicité des profils, multiplicité des liens d'intérêt, déclaration transparente, multiplicité des parcours de scientifiques et cette conviction générale que la meilleure façon d'éviter les biais, c'est de multiplier les profils et que c'est la diversité, le hasard qui sera le mieux placé pour éviter qu'il y ait un biais dans telle ou telle direction. Cette déontologie des scientifiques, elle est extrêmement forte aujourd'hui à une époque où, c'est un enjeu extrêmement fort aujourd'hui à une époque où les grands problèmes scientifiques sur lesquels les sphères de décision politique ont besoin de conseils sont gigantesques et les enjeux sont phénoménaux. Aujourd'hui, c'est une époque de crise environnementale majeure sur laquelle il y a besoin de conseils scientifiques considérables. Je viendrai dans quelques instants sur la façon qu'ont les scientifiques d'accompagner les politiques ou les politiques de se faire accompagner par les scientifiques, mais les enjeux aujourd'hui, ils sont juste gigantesques, phénoménaux. Dans un contexte de crise du climat, de crise de la biodiversité, de crise des déchets, de crise des ressources, dans un contexte de tensions politiques et en particulier tensions démocratiques partout dans le monde, dans un contexte de recul incontestable de la démocratie sur les 2 dernières décennies, et dans un contexte où l'économie repose plus que jamais sur des ressorts d'innovation et des questions scientifiques et technologiques. Et donc, la nécessité pour la sphère scientifique d'être extrêmement forte et solide sur ces questions d'intégrité. Alors, je vais faire un peu de publicité pour mes propres ouvrages. Ceci est un petit ouvrage Théorème vivant, qui vous parle de ma vie de scientifique et qui aborde un peu comme un roman policier, comme une aventure, les recherches qui m'ont mené à la médaille Fields, insistant énormément sur les aspects humains qui vont derrière et sur les passions qui mènent le monde scientifique. Ceci est une bande dessinée historique réalisée avec le dessinateur Edmond Baudouin, dans laquelle sont mis en scène ces rêveurs lunaires, 4 génies qui ont changé l'histoire, des scientifiques et innovateurs. 3 sont des scientifiques et 1 est dans le domaine militaire, Hugh Dowding, mais c'est pour l'innovation phénoménale qu'il a mise en œuvre qu'il apparaît ici. Des personnalités, donc il y a Werner Heisenberg, qui était le scientifique peut-être le plus génial de l'histoire de la physique quantique de son époque, celui sur qui reposaient les espoirs de bombe atomique allemande et qui a spectaculairement échoué dans sa mission. Il y a aussi Léo Szilard, l'un des artisans de la bombe atomique, qui au contraire a réussi à la mettre sur pied. C'est lui qui a écrit la lettre d'Einstein au président des États-Unis pour lancer le projet Manhattan, mais aussi qui a poussé pour que la bombe atomique se fasse, avant de devenir par la suite un militant pacifique anti-nucléaire parmi les plus influents du monde. Et puis, il y a Alan Turing et son travail, c'est lui qui est sur la couverture, son travail majeur dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Des exemples, ces 4 personnages, des exemples de personnalités qui ont, sur les épaules desquelles ont reposé des responsabilités inouïes et qui sont retrouvés tiraillés entre toutes sortes de dilemmes, toutes sortes de valeurs, d'engagement, dans un contexte où le rapport entre science et politique était extraordinairement important. Ça a été
peut-être le facteur majeur qui a permis aux États-Unis et à la Grande-Bretagne de gagner la guerre, à travers les progrès faits sur les techniques d'espionnage et sur la question de la bombe atomique, mais aussi beaucoup d'innovations telles que les radars et beaucoup d'innovations liées à l'armement. Ça a été une époque dans laquelle ces questions de dilemme, de déontologie étaient extraordinairement fortes. Et ça a été une époque aussi qui a lancé tout le monde moderne, scientifique, institutionnel. Après la Seconde Guerre mondiale arrivent les grands programmes publics tels que celui des États-Unis, les grandes agences, aujourd'hui la National Science Foundation, l'Agence nationale scientifique des États-Unis, mais aussi tout ce qui allait donner naissance à toutes les politiques de recherche, et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans tous les grands pays, on discute combien de milliards, quelles agences, quelles institutions. Tout ça, c'est issu en quelque sorte de la Seconde Guerre mondiale, où on voit que le bon conseil scientifique, les bonnes instances scientifiques, les bonnes institutions peuvent littéralement gagner la guerre et changer la face du monde. Ce qui auparavant était pour beaucoup des aventures individuelles ou des écoles de pensée se retrouve maintenant pris, intercalé, interfacé avec des architectures politiques, des grandes politiques à échelle nationale et continentale, et tout se retrouve institutionnalisé. Le Conseil du sciences-politique institutionnalisé, ça va être mon troisième chapitre sur lequel je vais insister. Ça a une très longue histoire, si on veut. Je vous dis que c'est né de la Seconde Guerre mondiale dans sa version moderne, oui, mais il y avait les ancêtres bien avant, dès le XVIIe siècle. Les années 1660, ce sont la naissance des grandes académies scientifiques, Académie de la Grande-Bretagne d'abord, puis l'Académie des sciences françaises un an après, et mise en place pour qu'une institution scientifique indépendante, à qui on donne les moyens de son indépendance, puisse conseiller les politiques. Aujourd'hui, ce genre de conseil, il est rempli par une multitude d'institutions. En France, en Europe, dans le monde, il y en a même tellement qu'on a du mal à s'y retrouver. Ils ont des enjeux énormes, ces institutions, sur les bras. Il ne s'agit plus forcément de conseiller un gouvernement pour gagner la guerre, mais il peut s'agir de conseiller un gouvernement sur sa politique éducative, sur sa politique environnementale. C'est le Haut Conseil sur le climat qui s'occupe de mettre au défi le gouvernement sur la politique de réduction de l'empreinte carbone. C'est le Conseil stratégique de la recherche qui est censé aider le gouvernement à élaborer une stratégie de la recherche, etc., etc. J'ai siégé dans un certain nombre de ces institutions. Ça se passe toujours mal. Ça se passe toujours mal, et le rapport entre scientifique et politique, il est toujours, presque par nature, conflictuel, parce qu'il y a les injonctions contradictoires, parce qu'il y a des contraintes politiques qui sont extrêmement fortes, parce que la temporalité n'est pas la même, la façon de travailler n'est pas la même, ou tout ce que vous voulez. J'ai siégé en particulier le Conseil stratégique de la recherche qui doit conseiller l'exécutif sur tous les grands sujets que je vous évoque. C'est un organe qui est juste non fonctionnel et qui, pendant des années, ne s'est pas réuni, qui encore aujourd'hui n'est pas régulièrement réuni, et pourtant, c'est un organe qui est venu après la refonte d'un organe précédent, qui était lui-même une refonte de l'organe d'encore avant, et aucun d'autre d'entre eux ne marchait. J'ai siégé au Conseil scientifique de la Communauté européenne, la première version du Conseil scientifique de la Communauté européenne. Cette première version était un désastre complet. C'était même quelque chose de caricatural. Je me souviens, comme si c'était hier, de cette première réunion où la matinée se passait à discuter entre les membres du Conseil scientifique sur les thèmes qu'on pourrait aborder, et où l'après-midi consistait à approuver un compte-rendu, une tentative de compte-rendu qui avait été écrite avant même qu'on se réunisse. Et puis, de tout le temps que ce premier conseil scientifique a siégé, je ne pense pas qu'il y ait une seule fois, une seule décision qui a été prise, un seul avis qui a été pris qui a eu le moindre impact où que ce soit, dans quoi que ce soit. Vraiment, du temps gâché en un certain sens. Si ce n'est
pouvoir discuter avec des collègues intelligents, un certain nombre de prix Nobel et de scientifiques formidables qui étaient aussi dans cette aventure. J'ai fait partie du deuxième conseil scientifique de la Commission européenne. Ce deuxième conseil scientifique, il était beaucoup mieux calibré que le premier en termes de montage institutionnel. On pourrait y revenir s'il y a des questions, mais par exemple, il évitait des conflits qui avaient miné le premier conseil entre le conseil du président de la commission et le commissaire en charge des sciences et de la recherche. Il avait une procédure bien mieux cadrée, il s'appuyait sur les académies des sciences européennes, il avait un secrétaire scientifique, etc. Il fonctionnait bien mieux. N'empêche que pendant les peut-être 18 mois dans lesquels j'y ai siégé, pas une seule fois on a été reçu par le président Juncker. Donc, vous voyez, quelque chose qui se passe toujours de façon compliquée. Les institutions sont variées, les façons de procéder aussi peuvent être variées. Voici un excellent bouquin que je vous recommande, The Honest Broker. Honest Broker, c'est quelqu'un qui va distribuer de façon honnête, en l'occurrence des informations, et qui vous parle en termes institutionnels de ce que c'est que le conseil scientifique aux politiques. L'auteur est Roger Pielke. Il y a une littérature anglo-saxonne sur ce sujet du conseil scientifique à la politique et aux politiques. Les anglo-saxons distinguent politics et policy. Policy, c'est une politique au sens, c'est quoi notre politique de l'eau, c'est quoi notre politique du climat et tout ça. Et politique, c'est la politique au sens, le jeu du Parlement et tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de littérature française, pas vraiment de littérature francophone en la matière, mais il y a une littérature anglophone assez développée. Et dans cet ouvrage, Pielke se demande en particulier quelles sont les attitudes des scientifiques et des conseils scientifiques auprès des politiques, comment est-ce qu'ils doivent procéder, en insistant sur le fait qu'il n'y a pas de conseil scientifique indépendant des valeurs, ça n'existe pas, et que savoir ce que c'est que le processus de décision politique, c'est quelque chose aussi qui dépend de la vision de la démocratie qu'on a. Est-ce que c'est un compromis entre des impératifs et des volontés politiques, ou est-ce que c'est un choix qu'on fait en tant que politique entre l'option défendue par les uns, l'option défendue par les autres. Et Pielke argumentant qu'en fonction des sujets, en fonction de la temporalité, est-ce qu'il faut prendre la décision rapidement ou pas, en fonction du consensus scientifique, est-ce qu'il y a consensus ou pas, en fonction du consensus des valeurs, est-ce que c'est un sujet sur lequel tout le monde s'accorde ou pas. En fonction de ces exemples, il y a des situations dans lesquelles le conseil scientifique devra être directif, se changer en un avocat de la cause, et d'autres situations dans lesquelles il devra rendre des avis sur les questions sur lesquelles il est interrogé, d'autres sujets encore sur lesquels il devra présenter un panel d'options aux politiques. Exemple, le sujet climatique, c'est un sujet sur lequel il y a un consensus scientifique suffisant maintenant pour qu'on puisse dire oui, c'est une nécessité vitale que de réduire notre empreinte carbone. Il faut le faire rapidement et c'est pour ça que vous avez le GIEC qui répond pas à une commande du politique, mais qui est une forme de lobby dans le bon sens du terme, au service d'une cause, la réduction de l'impact carbone, qui prend parti, qui n'attend pas qu'on lui demande est-ce que je dois réduire le carbone ou pas, quels sont les choix, mais qui dit voilà notre diagnostic, voilà ce que nous vous proposons de faire, ce que nous vous demandons, etc. Et à contrario, vous avez d'autres sujets, d'autres thématiques dans lesquelles il y a un choix. On prend notre exemple, l'énergie nucléaire. Sujet plein de traversées de conflits de valeurs s'il en est, sur lesquels il y a des positions extrêmement tranchées, sur lesquels il y a des questions de scénario et sur lesquels c'est le boulot d'un office conseil scientifique que dire, voilà, d'arriver à dire, voilà, tel sujet par rapport au nucléaire et un objectif que vous voulez vous fixer et ça dépend de telle chose. Dans les scénarios qui permettront de continuer l'énergie nucléaire, il faudra avoir telle politique sur la 4e génération nucléaire, telle politique sur les déchets, telle politique sur la recherche, etc. Ce n'est pas à nous, scientifiques, de décider si vous voulez que l'énergie nucléaire soit plus ou moins utilisée, mais c'est à nous de vous dire quelles sont les options cohérentes en fonction des choix politiques. L'Office parlementaire scientifique que je préside s'inscrit résolument de par sa conception
dans cette philosophie de fournir des options et laisser le politique décider. Quelques mots sur cet office. D'abord, je vous ai dit tout à l'heure que ça marchait mal à peu près partout dans toutes les instances. Celui-ci, c'est un de ceux qui marche moins mal. Son vrai nom, c'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il a été conçu dans les années 80 précisément pour conseiller le Parlement sur le thème du nucléaire. Aujourd'hui, son boulot, c'est de conseiller le Parlement sur les sujets scientifiques, tous les sujets scientifiques, sciences dures, sciences humaines, n'importe quel sujet sur lesquels il y a besoin d'une forte instruction scientifique pour permettre aux politiques de décider. Quelques exemples de sujets sur lesquels nous travaillons. Les vaccins, c'est nous qui sommes en charge du suivi pour le Parlement de la stratégie vaccinale du gouvernement. C'est le président de l'Assemblée nationale qui nous a confié ça comme mission, avec un certain nombre d'auditions, avec des rapports et avec un rôle de veille. Par exemple, nous avons une audition tout récemment sur les autotests, où on s'est convaincu que les autotests, malgré leur fiabilité moyenne, peuvent être un ingrédient très important pour le retour à une vie à peu près normale dans ce contexte pandémique. Nous en faisons part au Parlement, nous en faisons part aux commissions ad hoc qui travaillent là-dessus, et ça vient s'inscrire dans cette évaluation de la stratégie du gouvernement. Un autre exemple de sujet sur lesquels nous avons eu des auditions récemment, sujet extraordinairement difficile, c'est les nouvelles techniques de génie génétique, les organismes génétiquement modifiés et les nouvelles techniques telles que CRISPR-Cas9 et leurs explications. Extraordinairement compliqué parce que ce n'est pas qu'un sujet scientifique au sens biologique, c'est aussi un sujet de modèle économique, c'est un sujet de valeur, c'est un sujet de quel rôle on accorde quelle vision on a de l'agriculture, des semences, de la place du paysan et de l'agriculteur et de l'industrie agroalimentaire dans la société. Et donc, un sujet extraordinairement difficile. Et donc, là-dessus, on a fait des auditions, c'est notre boulot, organiser les auditions en contradictoire, avec toutes les parties prenantes représentées, syndicats agricoles, experts en biologie, experts en sciences humaines et sociales, philosophes de l'innovation, start-up, tout ce que vous voulez qui nous permettront d'instruire le dossier autant que possible, de séparer ce qui est évaluation scientifique de ce qui relève du choix de valeur. Et dans ce domaine que sont les OGM, il y a des choix de valeur qui sont extrêmement forts aussi. Un autre sujet sur lequel nous allons travailler à l'Office parlementaire scientifique ces derniers temps, c'est le biomimétisme, vrai sujet d'innovation, les techniques dans lesquelles on s'inspire de ce qui existe dans la nature pour fabriquer de nouveaux tissus, de nouveaux modèles énergétiques, de nouveaux moteurs, etc. etc. Donc, ici, un travail de veille pour informer le politique comme quand il s'agira, dans une loi, d'avantager telle ou telle chose, ou pour les parlementaires, dans le budget, de savoir qu'on peut financer plus tel ou tel domaine. Autre sujet, les phages. Les phages, ce sont ces que nous avons abordés. Les phages, ce sont des virus, des bactéries. Et donc, une sorte d'arme biologique plus que chimique contre les infections. Une notion qui avait été très développée à une époque en France et qui a été quasiment oubliée, beaucoup plus développée aujourd'hui dans certains pays de l'Est, qui revient aujourd'hui à la mode sur le devant de la scène comme une possible continuation des antibiotiques qui ont les limitations qu'on sait à cause des phénomènes de résistance et autres. Donc, l'Office organise auditions sur le thème des phages, prépare des notes scientifiques et les rend publiques, accessibles à tout le monde et en informe le politique, et ainsi de suite. Vous pouvez retrouver sur notre site nos rapports comme celui sur l'intégrité scientifique, nos notes courtes comme celles que j'ai pu porter sur l'informatique quantique, sur la rénovation thermique, sur les phages, sur les aspects sanitaires et environnementaux en termes d'empreinte carbone de la consommation de la viande rouge, sur le cannabis utilisé à titre médical, etc., etc. Bref, sur tous ces sujets, nous faisons ce travail de veille, d'instruction du débat, d'expertise scientifique
et nous le présentons, nous répondons à la demande, ou parfois nous suggérons ça comme sujet intéressant aux politiques. Les tendances lourdes de l'OPEX, telles que j'ai pu les voir, qui sont assez représentatives des grands enjeux qui traversent ce domaine du conseil scientifique aux politiques. Tendance lourde, nécessité de s'inscrire dans le temps court, de raccourcir les délais d'instruction des sujets. Sur la question des vaccins, il a fallu qu'on soit prêt, tout ficeler, un rapport, évaluation de stratégie préliminaire en 1 mois chrono. Ce sont des délais qui sont complètement inhabituels par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire. Autre tendance lourde, le rôle de plus en plus important des sciences humaines et sociales. Et j'ai œuvré pour qu'on embauche des scientifiques à temps plein à l'OPEX pour pouvoir faire de la veille, travailler sur le secrétariat scientifique en temps réel, etc. etc. Sans ça, d'ailleurs, on n'aurait jamais pu avoir une expertise qui tienne la route face à la crise du Covid. Et sur les 4 scientifiques qu'on a embauchés, il y en a une qui est une experte de sciences humaines et sociales, parce que ça joue un rôle tellement grandissant dans l'appréciation des politiques publiques qu'on est forcé de revenir extraordinairement fort là-dessus. Sur les questions vaccinales, sur les questions du Covid, ce sont de loin les questions sciences humaines et sociales qui sont aujourd'hui les plus complexes sur la table du décideur politique, bien plus que les questions de sciences dures, en quelque sorte. Et je vais y revenir. Donc, sur ce sujet, sur ces évolutions de l'OPEX, le troisième point sur lequel j'insisterai, c'est la très grande difficulté à communiquer. Je vous ai parlé de l'importance du temps court, l'importance des sciences humaines et sociales, la grande difficulté à communiquer et la très grande importance dans la communication. Communication tous azimuts, communication dans laquelle on cherche à se faire entendre par tous les canaux. Et cette idée qu'a bien comprise le GIEC, pour que le conseil scientifique soit pris au sérieux, puissant, il doit forcément passer par une communication tous azimuts, et une implication du public. On a développé et tenté de développer autant que possible des communications vers le public, avec des auditions interactives, avec parfois des partenariats avec des chaînes de télévision, avec autant que possible alors tous les mois, je vais sur la chaîne spécialisée Bismart pour faire une évocation des sujets que nous avons sur la table, l'OPEX, comme des nouvelles régulières, et c'est quelque chose qu'il nous faudra développer encore bien plus. Sans quoi, il n'y a juste pas d'impact et de force dans le rapport aux politiques. Je vous ai abordé il y a quelques instants le Covid comme étant l'un des sujets importants et riches d'enseignements dans le travail de l'OPEX. En fait, le Covid, c'est un sujet, une tragédie, pleine d'enseignements sur ces questions de science pour la société, plus que n'importe quel autre événement récent. Juste inouï. Il faudra des années avant qu'on puisse tirer tous les enseignements qui sont liés à cette crise Covid. Mais entre autres, une désintermédiation très forte entre le citoyen et le politique, entre le citoyen et le scientifique. Certains scientifiques spécialistes sont devenus des grandes personnalités publiques avec leurs photos en couverture de Paris Match, avec des comptes Twitter qui se sont retrouvés avec des centaines de milliers d'abonnés, avec un poids public obtenu, pour le pire ou pour le meilleur, extraordinairement fort. Là, ce n'est pas le débat rationnel qui a guidé pour la société la plupart des évaluations. C'est un débat passionnel, un débat dans lequel tout le monde s'est mis à donner son avis sur l'hydroxychloroquine, sur tel ou tel vaccin, et en reposant parfois sur des choses extrêmement ténues, sur des impressions, sur des positions politiques, sur la confiance dans le gouvernement, sur la publicité. Et on a pu voir ici que ces questions extraordinairement humaines, elles jouent en pratique dans le débat scientifico-public un rôle extrêmement fort. La thèse classique selon laquelle c'est avec une information
rationnelle et une transparence, une communication rationnelle, qu'on arrive à convaincre les uns et les autres d'agir, s'est retrouvé battu en brèche partout dans le monde. Mais aussi, on a vu dans le cas du Covid, d'autres choses battues en brèche. Un document que je vous recommande, que vous trouverez que Daniel pourra vous communiquer parce qu'on a échangé là-dessus, un rapport Harvard-Cornell sur la crise du Covid, aujourd'hui dans une version préliminaire, qui fait une sorte de comparaison internationale à travers le monde de toutes les façons dont la crise du Covid a bouleversé les équilibres entre politique, santé publique, économie, et le rôle de la science dans l'ensemble, avec un certain nombre d'enseignements paradoxaux. Premièrement, on pourrait penser, en cas de crise, devant un grave danger, le politique laisse la place aux techniciens, aux médecins, aux scientifiques, met en parenthèse les grands débats politiques et vient, après la crise, les reprendre. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et dans le monde entier, les grands débats politiques sont retrouvés exacerbés et pas atténués par la crise et se sont retrouvés renforcés de façon considérable. On pourrait penser qu'à travers le monde, sont les personnes, les sociétés les plus éduquées, les plus instruites qui se sont retrouvées à l'abri des débats et des controverses. Pas du tout, c'est le contraire. Les controverses les plus fortes sur les questions scientifiques, elles se sont retrouvées dans les pays les plus instruits. Et ça se traduit aussi par des débats entre experts qui ont été complètement exacerbés. Alors, si vous vous souvenez de ce que je vous disais au début de la conférence, sur la façon dont fonctionne la science, façon extrêmement passionnelle et avec le débat scientifique qui est partie intégrante de la science, c'est normal qu'il y ait des controverses. C'est absolument normal qu'il y ait des experts qui soient en désaccord. Encore il y a quelques jours, Alain Fischer, qui est le scientifique en charge du Conseil d'orientation stratégique pour le vaccin, l'un des spécialistes de la vaccination les plus respectés, peut-être le plus respecté en France, et en charge de donner la boussole sur la stratégie de vaccination pour le Covid, s'est retrouvé publiquement en désaccord avec l'Académie de médecine, dont il fait lui-même partie. La position officielle de l'Académie de médecine par rapport à l'espacement des vaccinations sur le Pfizer n'était pas la même que celle adoptée par Alain Fischer. Et ce n'est pas étonnant qu'il y ait des controverses au vu de la façon dont procède la science. N'empêche que ça s'est retrouvé, y compris auprès des publics les plus instruits, source de confusion et de polémiques publiques et politiques extraordinaires au cours de la crise du Covid en général. Autre enseignement majeur de cette crise du Covid, on est sur un sujet de bien public, on est sur un sujet dans lequel d'ailleurs il y a des débats pour savoir si le vaccin doit être partagé publiquement, savoir si doit être un bien commun, si les pays riches doivent subventionner la vaccination des pays pauvres, etc., etc., mais dans lesquels le processus d'innovation qui a abouti à ce progrès public extraordinaire que sont les vaccins, c'est un processus extraordinairement compétitif. La compétition capitaliste en un certain sens, la plus débridée qui soit. Et les quelques projets de vaccins qui ont abouti, c'est la résultante des centaines de projets de vaccins qui se sont lancés, qui ont fait face à une compétition effrénée à travers le monde. Compétition effrénée, économique aussi, compétition pour les subventions, compétition pour les accords. Et ce processus qui doit nous rappeler aussi que dans la forme, dans la façon dont la science se construit, c'est tout sauf une décision globale, un processus global consensuel, rationnel, objectivement décidé par la puissance publique. C'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus chaotique et compétitif. Et tout cela, toutes ces leçons, toutes ces questions, il faut les garder en tête quand on voit aujourd'hui la façon, le tour qu'a pris le débat public. Il est certain que aujourd'hui, ça se traduit à travers un phénomène tragique qui est la crise du Covid. Il est certain aussi que quand la crise du Covid sera passée, nous aurons acquis en matière de compréhension sur la façon dont notre société
fonctionnent en relation avec la science des enseignements extraordinairement précieux et qu'il faudra les mettre en application dans nos politiques publiques pour faire en sorte que la science puisse au mieux éclairer la démocratie. Je m'arrête là sur cet exposé et puis continuons donc. Je repasse la parole à Daniel pour la suite de la discussion. Merci beaucoup Cédric. Je vais peut-être juste réagir sur un ou deux points et puis ensuite on essaiera de faire circuler la parole. Il y a déjà quelques questions qui ont été posées et voilà, je suis sûr qu'il y en aura d'autres qui vont émerger. Ne vous gênez pas pour les poser par écrit, encore une fois, hein, sur la fonction conversée. Et puis on pourra prendre aussi quelques questions oralement, le cas échéant. Moi, j'aimerais faire peut-être deux remarques et essayer de rebondir sur le fil de cette présentation et de cet exposé, où tu es parti de la dimension des motivations, en s'étant sur la curiosité, sur le hasard, sur cette dimension irrationnelle et même magique, hein, en faisant référence au début des mathématiques, peut-être un peu implicitement à cette figure un peu mythique de Pythagore et de voilà, ces premiers temps de la science. Et puis, on en arrive aujourd'hui à cette forme de rapport extrêmement, comment dirais-je, bruyant, de relations entre science, médias, opinion publique, controverses. Et la question que je me pose par rapport à ça, c'est quand on regarde l'histoire des sciences, on se rend compte que, en fait, tu vas parler de Newton aussi, à une période différente, que la science a toujours cheminé en incorporant dans son propre travail une forme de dialogue construit, récurrent, avec justement cette part irrationnelle d'elle-même, en quelque sorte, avec un rapport à l'irrationnel, un rapport au public, hein, qui est d'ailleurs très régulé. Si on prend le cas de Pythagore, ça passait par des formes de travail ésotériques et d'autres qui étaient publics, en fait. Et je me demande si on n'a pas perdu, en fait, peut-être, alors je ne sais pas quand, je ne sais pas si c'est au milieu du XXe siècle, si c'est avec une forme de professionnalisation du travail scientifique, ou si c'est au XIXe siècle, avec une forme de rapport un peu positiviste à la science, encore que Auguste Comte, le père du positivisme, était aussi lui-même un sacré mystique, quasiment religieux en réalité, hein, il voulait réinventer une religion de l'humanité. Et voilà, et je me demande si on n'a pas perdu cette construction d'un dialogue avec cette part non rationnelle, peut-être même parfois irrationnelle, dans la construction du savoir scientifique, dans la construction des débats scientifiques, et que d'une certaine manière, ce à quoi nous confronte la crise du Covid, c'est une forme de retour de l'irrationnel, de retour du refoulé. Dieu sait que j'aime pas trop cette notion d'irrationnel, mais voilà, je suis frappé par la difficulté de ce dialogue, qui est peut-être lié à une forme d'isolement finalement récent à l'échelle de l'histoire du travail scientifique, du monde scientifique par rapport à cette part un peu plus sombre du travail intellectuel, mais qui est nécessaire à sa créativité, à son déploiement. Et j'aimerais savoir comment tu réagis par rapport à ça. Est-ce que d'une certaine manière, on assiste aujourd'hui à une forme de retour du refoulé sur les réseaux sociaux, sur les motivations de certains scientifiques dans des prises de parole, et qui mériterait peut-être d'être inscrite à la fois dans le long terme, mais aussi dans une forme de réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'acquérir des compétences scientifiques. C'est certes produire des connaissances selon des procédures réglées, selon des procédures contrôlées, etc. Mais c'est peut-être aussi entretenir d'une manière ou d'une autre une forme de dialogue avec cette part moins réglée de l'enquête et du travail intellectuel. J'aimerais bien avoir ton sentiment sur cet élément-là. Le deuxième point sur lequel j'aimerais revenir, et qui n'est pas complètement indépendant de celui que tu mentionnes, c'est est-ce qu'on a affaire à tu vas parler de désintermédiation finalement entre l'espace public et l'espace scientifique, où tout d'un coup il y a un choc, où certaines dimensions du travail scientifique sont débattues en public, où les controverses qui étaient plutôt des controverses de spécialistes apparaissent comme des débats politiques extrêmement clivés et clivants et vivants, donc une forme de mélange des genres, hein, presque. Est-ce que c'est bien ça ce à quoi on assiste, ou est-ce que c'est pas plutôt presque au contraire, hein? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas plutôt
une forme d'autonomie de certaines sphères d'activité, en particulier de la sphère médiatique, qui vit ses propres règles, des règles qui vivent sur la base du débat, du débat privé, de la recherche d'audience, d'une forme de rapport à l'immédiat, d'un rapport à l'actualité, et qui vit selon des règles voilà, qui sont celles que l'on connaît bien, hein, des médias dans tout autre domaine, et qui, d'une certaine manière, s'est beaucoup autonomisé, y compris ces toutes dernières années, par rapport à d'autres espaces qui vivent selon d'autres règles, et notamment ceux de la science. Moi, je suis frappé par une forme d'affaissement, ou de disparition même, d'une forme de journalisme scientifique un peu instruit, un peu régulier. Dans le domaine de la santé, c'est aussi des choses que l'on connaît, avec une forme aussi d'affaiblissement de ces médiations entre le monde voilà, de l'information d'un côté et de la science d'un autre côté. Donc, est-ce que c'est une forme de désintermédiation, ou est-ce que c'est au contraire une forme d'éloignement de ces deux sphères qui n'arrivent plus à communiquer, qui vivent selon des logiques qui sont devenues tellement hétérogènes que, d'une certaine manière, eh ben, on fait feu de tout bois, on peut s'ignorer presque superbement et faire passer pour de la science des choses qui n'en sont pas du tout, et qui posent problème. Mais voilà, je m'interrogeais sur ce diagnostic. Voilà, c'est peut-être deux remarques, deux questions. Je ne sais pas comment tu souhaiteras réagir par rapport à ça, puis après on essaiera de faire circuler la parole plus largement. Oui, je suis très sensible à la question que tu évoques sur ce dialogue entre rationnel et irrationnel. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose que je dis souvent sur la politique, la façon de faire dialoguer les deux, au sens où dans bien des cas, la décision que l'on prend doit être doit faire intervenir les faits, d'une part, mais aussi les questions irrationnelles. En politique, les symboles comptent, les valeurs comptent, la communication compte, etc., etc. Et bien souvent, la relation, c'est pas ici, là, c'est une remarque un peu par rapport à ça. La relation entre scientifique et politique peut être faussée par plusieurs biais. On l'a vu récemment, par exemple, on a vu des situations dans lesquelles le politique se défausse sur le scientifique. On pense à des exemples récents, mais il y en a d'autres aussi, et demande aux experts de faire le choix. Je prends un exemple hors du Covid. On prend une autorisation de mise sur marché ou tel produit, allez, mettons tel pesticide ou je ne sais pas quoi. D'un côté, le scientifique va dire ah ben, il a tel et tel effet néfaste sur la santé et tout ça, voici mon rapport. Sauf que la décision, après, il faut mettre en balance l'intérêt de son usage, qui est souvent impossible à apprécier du point de vue scientifique. Ça va dépendre de facteurs économiques, ça va dépendre de qu'est-ce qui est pour la société, qu'est-ce qui est acceptable ou pas, et son côté scientifique. Et bien souvent, mais bien souvent, un ministre, par exemple, va se défausser sur une agence d'expertise pour prendre la décision. Premier exemple de débat dévoyé. Deuxième exemple, une agence qui ne répond pas à la bonne question. Ça arrive sans arrêt quand on ne s'est pas entendu sur quel est le périmètre de la question. Ou pour prendre la 5G, les gens qui disent attention, la 5G, ce n'est pas la peine de se précipiter, d'ailleurs j'en fais partie, mettent l'aspect sanitaire au second plan par rapport à un paquet d'autres questions. Question de consommation d'énergie, question d'incitation à atteindre des objets, question d'usage, question de multiplication des antennes, etc., etc. Systématiquement, dans la communication du gouvernement, quand il s'agit de parler de 5G, la communication, c'est, encore il y a quelques jours, je crois, ou hier, les agences nous disent qu'il n'y a pas de problème pour la santé. Et donc, allons-y. Mais mettre un point d'honneur à ne pas répondre aux autres critiques. Donc ça, c'est un autre exemple de biais qu'il peut y avoir quand le périmètre, soit que le politique reprenne juste une partie, soit que le scientifique n'a pas un périmètre qui est bien défini. Sans arrêt, il y a des conflits autour de l'ANSES, l'agence d'évaluation sur les questions sanitaires
et environnementale en France, parce que l'ANSES a répondu à une question bien précise, mais la question qui faisait sens sur le débat, c'est celle qui était juste à côté. Et puis, un autre exemple de dévoiement, c'est quand on a pu voir parfois des politiques accuser les scientifiques de vouloir prendre des décisions politiques à leur place. Bon. Donc, politique, on doit combiner ce qui vient du scientifique avec le reste et le dire et pas s'en cacher et assumer. Et la décision, elle revient aux politiques. Quand on dit les scientifiques a décidé que, ça n'a pas de sens. Le conseil scientifique ne décide jamais. Il conseille, il fait une recommandation, mais c'est jamais le conseil scientifique qui prend la décision. Toujours le politique. Maintenant, quand on parle de rationnel, irrationnel, oui, c'est très important, c'est important pour une société parce que les valeurs ont toujours leur part d'irrationnel et ça peut très bien être assumé. Et d'ailleurs, je suis aux premières loges avec une autre de mes casquettes là-dessus, puisque je fais partie de l'Académie pontificale, qui conseille le Vatican. C'est une académie complètement œcuménique. On y trouve des catholiques, on y trouve des protestants, on y trouve des musulmans, on y trouve des athées. Et c'est son boulot que de fournir, de traiter des grands débats de société. J'ai été dans l'Académie pontificale dans des débats sur l'intelligence artificielle, dans des débats sur la crise du climat, crise environnementale, et c'est son boulot. Et l'Académie est très fière de voir les questions scientifiques prises très au sérieux par le pape dans ses encycliques. Et on sait aussi qu'il y a une articulation ici qui est prise extrêmement au sérieux. Et c'est un dialogue entre science et spiritualité, ou entre science et religion, qui est absolument assumé. Sur ta deuxième... Oui, et c'est vrai, sans doute qu'à une époque, on a pu l'oublier, et c'est bien de le rappeler. Tu as cité Pythagore, oui. Tu as cité Auguste Comte, en tout cas en creux. Oui, c'était quasiment une sorte de religion à cette époque. Il y a eu une époque où, au nom de la science toute puissante, on faisait toutes sortes de choses inouïes, y compris des sacrifices humains. Cette époque n'est plus, mais c'est pas la rationalité seule qui permet à l'humanité de vivre, ça se saurait. Sur la question du journalisme scientifique, oui, on sait qu'il est en difficulté. On a vu la spectaculaire disparition de Science et Vie. On a vu les difficultés de certains magazines. On a vu que les médias en général sont en grande difficulté, complètement attaqués, désintermédiés par le numérique, par les nouveaux modèles économiques et tout ce qu'on veut. Pour ce qui est éloignement des sphères, je ne saurais pas dire si l'image éloignement des sphères est bonne. Ce qui est clair, c'est que la pratique scientifique, dans son code, dans ses codes et dans ses principes, n'a pas fondamentalement changé ces derniers temps. Elle est beaucoup plus en phase, si on veut, il y a beaucoup plus de développement et d'innovation, mais la façon dont fonctionne un scientifique, ses réflexes, sa façon de penser, elle n'est pas fondamentalement différente aujourd'hui de ce que c'était il y a 50 ans. Alors que dans la façon dont on pense dans les médias, elle a fondamentalement changé parce que toutes sortes de technologies différentes, toutes sortes de temps d'attention, la question du temps d'attention du consommateur d'information qui est différente, le rythme qui a changé de façon frénétique et ainsi de suite. Et certainement, dans cette question du rythme, dans cette bataille pour la couverture, pour être en première ligne de la visibilité, il y a une tension énorme. Et c'est quelque chose qui fait aussi que les scientifiques ne viennent à s'approprier les formes modernes de communication qu'avec prudence, beaucoup de méfiance, et ils viennent cependant. On le voit de façon importante, mais avec un temps de retard incontestable sur la technologie. Merci. On pourrait dire la même chose, cela dit, on pourrait, ça serait un autre argumentaire, dire que nos principes fondamentaux d'humain par rapport au nombre de personnes qu'on a dans notre entourage, nombre d'informations qu'on peut digérer, ça n'ont pas tellement changé, alors que la technologie, elle, a radicalement évolué sur la question des réseaux sociaux, de mise en contact, de quantité d'informations, de flux d'informations qui passent, et qu'il y a une dissonance aussi au niveau du citoyen là-dessus. Merci beaucoup. Alors, je me retourne vers Isabelle peut-être et Laurie pour voir si vous avez
collecter quelques questions. Alors, effectivement, on a quelques questions pour peut-être poursuivre les derniers propos de M. Villani. Une question sur la question de la controverse qui contribue à l'avancée des connaissances. Mais comment faire si c'est les informations diffusées, quelquefois par des personnalités scientifiques de grande notoriété, sont des informations fausses et des idées fausses? Que faire? Cette question de controverse, il faut justement bien s'imprégner de ce qu'elle est consubstantielle à la science. La controverse ne date pas d'aujourd'hui. La controverse en science, ça a des siècles d'histoire. En ce moment, j'ai commencé un petit feuilleton pour la revue In Corsica, dans laquelle je parlerai le thème, c'est controverse scientifique et débat public ou quelque chose comme ça. Le premier épisode, c'est la grande controverse de l'histoire du mètre, l'histoire de la mesure du mètre par Delambre et Méchain. C'est les années 1790. C'est une aventure politico-scientifique inouïe. On la retrouve dans un ouvrage de Denis Gage, on la retrouve aussi dans l'ouvrage de Ken Alder, Mesurer le monde, dans laquelle on voit tout à la fois l'exaltation de ces scientifiques à qui on avait confié la mission de mesurer la méridienne, et qui était censée être la mission dont Lavoisier disait que c'était la mission la plus importante dont un humain ait jamais été chargé. Il s'agissait d'utiliser la mesure de la Terre pour définir le mètre. C'était un projet politique, c'était la France révolutionnaire, c'était la France universaliste, c'est tout ce qu'on veut. On voit que, et en même temps, ça a été à l'origine d'une erreur de mesure extrêmement célèbre, qui se retrouve encore aujourd'hui, l'erreur de Méchain. Elle a été prise en compte dans toutes les définitions du mètre jusqu'à nos jours, y compris quand on a changé le système métrique et tout le système international. Donc, c'est une histoire qui nous parle de controverses, qui nous parle de l'interaction entre politique et scientifique, qui nous parle de la façon dont les scientifiques sont mus par les valeurs, qui nous parle de la naissance de la confrontation internationale. C'était le premier colloque scientifique de l'histoire, 1799, pour justement confronter les regards des scientifiques autour de ce maître. Et c'était un grand exemple aussi de controverse publique. Et puis, dans les épisodes suivants, j'aborderai la question de l'âge de la Terre, qui a été une controverse scientifique absolument terrible, qui a ravagé les sciences entre Darwin et Kelvin, et ceux qui étaient d'un côté et ceux qui étaient de l'autre. Je parlerai de la fameuse controverse de la mémoire de l'eau. Je parlerai de les questions liées à la mise au point de la bombe atomique. Et le moment où il a fallu déterminer, par exemple, la masse critique qui permettait de faire une bombe atomique, où tout le monde s'est planté, y compris les prix Nobel les plus célèbres qui travaillaient sur la question, avant que finalement on arrive à trouver les bonnes quantités. La controverse, y compris par les personnes qui sont les scientifiques les meilleurs du monde dans leur partie, elle a des siècles d'histoire. Et là où les humains se trompent, si bon soit-il, la science, elle, avance. Parfois, ça prend des décennies, parfois, ça prend quelques années, mais le fait d'avoir des conflits d'idées, il est normal. Et oui, ça peut sembler choquant justement quand on a cette idée fausse de la science comme étant le savoir acquis de façon rationnelle et consensuelle. Alors, cette idée des controverses, elle nous est assez familière à Sciences Po. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont aujourd'hui présents dans des cours sur sur l'analyse de controverses. Il y a un ouvrage récent. Et c'est pas, pardon de t'interrompre, quand je dis ça, c'est pas du relativisme. Je suis pas en train de dire que toutes les opinions se valent, pas du tout. Il y en a qui ont raison, il y en a qui ont tort, mais des fois, ils ont tort pour de mauvaises raisons. Des fois, il faut des années avant de prouver qui avait raison, etc. Toutes les vérités ne se valent pas, mais la controverse, elle est naturelle dans ce processus de création scientifique. Alors, je me fais le relais d'une réaction sur cette question, où il y a cette dimension de controverse qui est assez naturelle finalement à la vie scientifique depuis qu'elle existe, mais ce à quoi on a assisté, c'est le fait d'avoir, dans le cadre de ces controverses, des arguments qui étaient manifestement fallacieux,
qui pose des problèmes et qui du coup pose problème de la régulation, y compris peut-être par des acteurs publics, de certaines informations qui peuvent à un moment donné circuler, perturber d'une certaine manière cette nature par essence controversée des débats scientifiques. Comment tu apprécies en quelque sorte un rôle de régulation publique de cette information? Est-ce que la science fonctionne sur un mode, et la science dans le débat public, hein, on s'entend sur un mode qui est purement autorégulé, ou est-ce qu'il y a une place pour, à un moment donné, identifier des choses qui sont manifestement problématiques et pour le dire autrement, lorsqu'on a un scientifique qui part un peu en vrille, et ça s'est vu sur d'autres débats que le Covid, est-ce que des institutions scientifiques doivent jouer le rôle de corde de rappel? Est-ce que dans le cas des médecins, des instances ordinales doivent jouer des cordes de rappel? Est-ce que, voilà, comment apprécies-tu cette dimension-là de la régulation d'une controverse? Euh, c'est un outil qu'il ne faut pas exclure, mais qu'il faut manier avec la plus grande prudence. La plupart du temps, quand on cherche à réguler l'expression publique, scientifique, ça se passe mal. C'est une forme de censure, bien sûr. On a en tête en science qu'il n'y a pas de censure et que les mauvaises idées finissent par être abandonnées d'elles-mêmes, sauf quelques-uns qui ont leur marotte. Et dans les collègues scientifiques, d'ailleurs, on les rencontre, ceux qui croient toujours pas à la relativité, ceux qui croient toujours que Einstein était un imposteur, etc., etc. Et rien n'interdit, on ne leur interdit pas de répandre leurs théories, de publier leurs bouquins, etc. Comme il y a des exemples de gens qui ont été minoritaires ou ultra-minoritaires et qui se sont révélés avoir raison, parfois 50 ans après, hein, il serait, disons, du point de vue scientifique, on ne peut pas dire qu'il faut couper ou faire taire certains. Maintenant, force est de constater que nous avons un problème dans la mise en œuvre publique, oui. Là, aujourd'hui, à la suite de quand on a vu passer, quand on voit les déboires actuels, par exemple, du vaccin AstraZeneca, on a beau dire, et là, pour le coup, les scientifiques ont beau dire, unanimement, ceux qui sont de bonne foi, le rapport bénéfice-risque est incontestablement en faveur du bénéfice. Pour la société, à quelques réarrangements près, il n'y a aucun souci à utiliser l'AstraZeneca en combinaison avec les autres vaccins, en évitant toute catégorie à risque pour l'AstraZeneca. Ou ce que vous voulez, là maintenant, il n'empêche, l'image du vaccin AstraZeneca a été entachée et ça s'en ressent de façon importante dans la politique de vaccination. C'est un des problèmes aujourd'hui, des doses qui ne s'écoulent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Là, pour le coup, c'est aussi un exemple, la puissance publique aura beau répéter il n'y a pas de problème, même je dirais, plus la puissance publique répétera avec insistance il n'y a pas de problème, plus ça semblera suspect à ceux qui sont persuadés qu'il y a un problème, et plus ça risque même d'être contre-productif. Il y a les seuls cas dans lesquels il faut intervenir, disons censurer, c'est ceux dans lesquels il y a un risque clair, identifié, qui est une histoire de vie ou de mort, des comportements qui peuvent aboutir à danger. Je ne sais pas, et en même temps, on va me dire, il se régule même. On peut analyser ce qui s'est passé quand Donald Trump a parlé de son histoire de détergent et qu'on a eu des cas effectivement aux États-Unis de gens qui ont commencé à boire des détergents pour tuer le Covid, où là, effectivement, c'était un exemple de parole publique qui aboutissait à des accidents et des morts, et sur lesquels il était important de censurer. Maintenant, d'ailleurs, j'ai parlé de Donald Trump, ça débouche sur un débat à tiroir que vous avez dû avoir l'occasion d'évoquer à Sciences Po, qui est le débat de la censure de Twitter, la censure par Twitter de Donald Trump. Débat extrêmement compliqué. En plus, parce que c'est pas un débat, c'est pas une censure seulement par Twitter, mais aussi par plein d'autres réseaux sociaux liés et sur lesquels ça vient complètement de nombreux débats imbriqués qui viennent sur le rôle des réseaux sociaux dans la démocratie.
n'y a pas de réponse bonne aujourd'hui à argumenter là-dessus. Et justement, quand la crise Covid sera passée, disons, on aura certains enseignements sur ce qu'il est bon de faire. Une question qui reste ouverte. D'autres questions peut-être, Isabelle, si tu en Il y a un sujet que je vois, que j'ai l'impression qui est en filigrane. En tout cas, je vois dans le chat que quelqu'un a parlé d'exemples d'institutions Oui, françaises. c'était- Je vais insister sur le fait que la France a une comitologie extraordinairement complexe. Et c'est dans tous les dossiers, dans tous les sujets. Hein. Euh, pour donner son avis sur la vaccination ou sur la stratégie Covid, vous avez un conseil scientifique ad hoc qui est présidé par Jean-François Delfraissy, plus un comité vaccin qui était présidé par Marie-Paule Kieny, dont ce n'est pas tout à fait clair s'il est encore valide en activité ou pas, plus le comité de la stratégie vaccinale qui est présidé par Alain Fischer, plus la Haute Autorité de Santé, qui est là pour édicter des règles et pour conseiller la puissance publique. Elle a elle-même plusieurs collèges, dont un collège de représentation de patients. On rajoute à ça, bien sûr, les administrations, les directions générales des ministères qui ont elles-mêmes leurs propres experts, comme la DGS ou la DGOS. On rajoute à ça je ne sais plus ce qu'il faut rajouter, mais oui, bien sûr, l'Agence nationale c'est quoi, l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, quelque chose comme ça. Ouais, voilà, qui bien sûr est aussi là pour donner son avis autorisé et qui prend le relais à partir de l'Agence européenne du médicament, l'EMA. Donc tout ça, c'est tout un ensemble d'organismes qui, dans une sorte de ce qu'on va appeler une démocratie sanitaire, chacun a son rôle, les uns les autres se répondent, etc. Si on cherche et puis rajoutez-y l'Académie de médecine, l'Académie des sciences, le Conseil stratégique de recherche, ce que vous voulez, les organes un peu plus généralistes. Si on regarde, par exemple, pour AstraZeneca, quand on avait toute la grande communication négative qu'il y a eu au moment des thromboses, et si on vous regardez, est-ce que quelque chose a dysfonctionné, vous vous apercevez qu'aucun de ces organismes n'a dysfonctionné. Chacun a rempli son rôle. L'un a alerté quand il a vu certains cas, l'autre a dit on va suspendre quand il a vu ceci, etc. N'empêche que, globalement, on voit bien qu'il n'aurait pas fallu procéder comme ça, ou pas cette communication-là, ou ne pas suspendre comme ça s'est fait en Belgique, ou gérer autrement. La disposition des différents organismes dans cette répartition des rôles a fait que ce qui s'est passé était écrit, je dirais, par avance. Ça s'est joué comme ça, un peu comme dans une démocratie où justement différents organismes se renvoient la balle, chacun joue son rôle. Parfois, on se dit on aurait voulu que ça se passe différemment, mais c'est le rôle quand on met en place ces différents organismes, on veut justement éviter de concentrer trop de pouvoir dans un seul, mettre en place des séparations, des contre-pouvoirs et tout ça. Alors, comme la France est spécialiste des comitologies compliquées, ce genre de choses arrive souvent. En tout cas, qu'on ait du mal aussi même à savoir comment les rôles sont répartis. Prenons un autre exemple, c'est le climat. Quels sont les organismes qui s'occupent de conseiller le décideur public sur le climat? Bon, le Haut Conseil pour le climat qui a été mis en place sont des experts qui arrivent avec leur savoir d'experts. Mais vous avez aussi le Comité national de la transition écologique, CNTE. Vous avez aussi l'ADEME, l'agence qui s'occupe de faire des calculs sur les évaluations énergétiques de telle ou telle solution. Bien sûr, dans le cas du climat, vous aviez aussi la Convention citoyenne, faite de citoyens, et donc travaillant non pas en tant qu'experts, mais en tant que citoyens chargés de dire qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas, mais eux-mêmes conseillés par des scientifiques, comme Valérie Masson-Delmotte et d'autres experts qu'ils ont auditionnés. Vous avez le GIEC, bien sûr. Le GIEC, c'est un organisme international qui s'occupe du consensus scientifique, mais qui fait des actions de communication auprès des décideurs.
chacun a son rôle. Alors, sauf peut-être, il y a de la redondance. Le CNTE, il est certainement redondant avec le reste. Il pourrait, ces différentes composantes pourraient renforcer le reste. Mais il concerne des objectifs variés de ce processus scientifique. Le GIEC n'a pas la même fonction que le Conseil pour le climat, qui n'a pas la même fonction que la Convention, etc. Et même pour les experts, c'est dur de s'y retrouver. À l'OPEX, quand on arrive sur un sujet, il y a souvent une phase dans laquelle on commence par comprendre quel organisme fait quoi. Et comme je dis souvent, il y a à la fois de la redondance et en même temps une partie de la dispersion qui est normale, qui est naturelle. Et c'est un gros sujet. Ça n'existait pas dans le temps où il y avait juste une académie des sciences conseillait le gouvernement. Maintenant, c'est une pléthore d'organismes. Même le gouvernement ne s'y retrouve pas, ça c'est très clair. Et bien souvent, on ne sait pas trop quel est l'organisme à qui il devrait demander ceci, ou d'ailleurs, quand ce n'est pas fonctionnel, fait surgir de terre un nouveau conseil pour traiter un nouveau problème, un nouveau sujet, voire deux, voire trois. Merci. Peut-être pour à la fois reprendre une question et puis ce qui nous permettra un peu de conclure sur ta propre position, à la fois scientifique sur une jambe, politique sur une autre jambe. Quelle appréciation tu portes sur le niveau d'information scientifique des acteurs de la décision publique, des acteurs politiques plus spécifiquement, avec lesquels tu as par ailleurs l'occasion de travailler? Quelle appréciation tu porterais par rapport à ça? Il est globalement, bon d'abord, le monde politique et le monde scientifique sont des mondes qui se connaissent fort mal, qui sont en grande défiance l'un de l'autre. On l'a vu d'ailleurs dans la loi de programmation pour la recherche. Et des mondes qui sont régis par des règles et des ambiances très différentes, avec des temporalités différentes, des perceptions différentes, sont vraiment des mondes fort distincts. Et j'ai pu le voir et le vivre dans ses habitudes, c'est extrêmement varié, extrêmement distinct. Maintenant, ce sont des mondes qui s'invoquent, et en particulier le monde politique invoque le monde scientifique plus que jamais. L'invoque à la rescousse. L'invoque pas forcément bien. Dans un débat politique, à peu près chaque parti va se réclamer de la science et dire que les autres sont des obscurantistes. Et citer à tout va. Dans un contexte où il y a une pléthore d'organisations, pléthore de points de vue, mais aussi pléthore d'opérations multiples, de lobbying, de publicité, tout ça, et où on ne sait plus trop de l'extérieur, c'est impossible de savoir qu'est-ce qui est scientifique et qu'est-ce qui n'est pas, le regard de l'intérieur, de l'expert, reste indispensable. Il n'y a pas de cas où de l'extérieur, vous pouvez dire, je vais piocher ça dans l'offre scientifique. On a eu un exemple tout récent, quand une partie du monde politique s'est mise à citer une étude émanant des MIT Reviews sur la place de la France dans la transition écologique au niveau mondial, et où le monde scientifique dans la foulée, alors c'était brandi comme une sorte d'argumentaire politique par les uns disant sur le style, on nous accuse de ne pas être assez ambitieux en matière écologique, mais voyez cette étude du MIT qui sont tellement bons, tellement forts, et qui montrent bien qui nous placent en excellente position, nous, la France, c'est bien la preuve qu'on nous accuse à tort. Dans un premier temps, l'argument fait mouche. Et certains se disent, oui, bon, oui, d'accord. Dans un deuxième temps, des scientifiques voient le truc et se disent, mais c'est quoi cette étude et d'où ça sort? Et puis, constatent, cortiquent, examinent, et puis vous avez des scientifiques du GIEC qui sont montés au créneau en disant, mais c'est inadmissible qu'on cite une étude du MIT Reviews qui est par nature un organisme fait pour promouvoir la technologie et qu'on mette cela plus en avant que le rapport du GIEC qui sont des experts du climat obtenus par consensus international.
Donc ici, le fait de mettre en avant un argument scientifique, c'est retourner contre ceux qui l'ont mis en avant, parce que c'est un argument scientifique, mais qui ne tenait pas le choc quand il était évalué par des experts scientifiques. Donc, tous les camps aujourd'hui invoquent la science dans toute discussion politique, mais le regard de l'expert scientifique reste indispensable pour apprécier ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas. Et puis, l'autre commentaire que je vais faire, c'est qu'il y a parmi les politiques, il y a il y a une variété, une palette d'attitudes de travail par rapport à la science qui est absolument considérable. Il y en a un petit nombre qui va décortiquer et rentrer en profondeur et parfois tâcher de lire les articles scientifiques et se renseigner auprès des institutions. Vous en avez qui vont juste se contenter de très très gros traits et de reprendre ce qui arrive de façon filtrée. Ces derniers-là constituent la grosse majorité. Merci beaucoup pour ces éléments. Merci Cédric pour la richesse de cette présentation et de ces échanges avec beaucoup de thématiques variées, beaucoup qui restent ouvertes, qui sont autant d'invitations à prolonger ces réflexions-là et ces échanges. On le fera dans le cadre de cette série de conférences des tribunes de la santé, mais on le fera aussi en suivant tes différentes interventions dans le débat public et dans le travail de l'OPEX en particulier. Il est temps de conclure. On a pris un peu plus de temps que prévu et on est resté très nombreux connectés, ce qui témoigne bien de l'intérêt qui est porté à cette discussion. Donc encore une fois, un très grand merci. On se retrouve pour ce qui concerne les tribunes de la santé au mois de juin, donc avec Pierre Corvol. Et Cédric, j'espère qu'on se retrouve par ailleurs, y compris à Sciences Po d'ailleurs, puisqu'on a des projets sur l'intelligence artificielle sur lesquels on a un peu échangé aussi tout à l'heure. Donc ce qui permettra de prolonger certaines de ces questions. Merci à toutes et à tous. Merci à Isabelle, à Sonia, merci à Laurie qui nous ont aidé à construire cet échange, à Zineb également du côté de l'équipe de Cédric, et à très bientôt pour la poursuite de ces échanges. Merci encore une fois. Merci, chers amis. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Villani. Au revoir. Au revoir.